Ce n'est pas à vous, ici, dans cette salle, que nous allons l'apprendre. Le droit est une arme de défense, un bouclier, mais c'est aussi une arme d'attaque qui peut s'avérer très efficace. Le mot lawfare, l'utilisation du droit comme arme de guerre, a été inventé par un général américain qui, après les attentats du 11 septembre, craignait que le droit international ne vienne entraver la guerre contre le terrorisme que son pays venait d'engager. À l'époque, aux États-Unis, le droit était vraiment perçu comme l'arme du pauvre, et le lawfare n'avait vraiment pas la cote. Mais ça n'a pas duré. Et l'utilisation du droit comme arme de guerre économique s'est très vite imposée comme une évidence. Affaiblir ses adversaires, étouffer ses concurrents, atteindre ses objectifs, tout cela en imposant ses lois et ses règles un peu partout dans le monde. Alors comment aujourd'hui les entreprises françaises peuvent se protéger contre ces pratiques qui se sont généralisées? Comment est-ce qu'elles peuvent se défendre face à l'application de lois extraterritoriales qui sont de plus en plus intrusives? C'est le thème de cette première table ronde pour laquelle nous accueillons les 4 intervenants que nous allons vous présenter. Michel Sapin a été plusieurs fois ministre, notamment de l'économie et des finances. À 20 ans d'intervalle, il a laissé son nom à 2 lois anticorruption. C'était la première réponse française, peut-on dire, à l'extraterritorialité américaine. Réponse nécessaire, mais sans doute pas suffisante. On verra ce que pense l'avocat qu'il est devenu aujourd'hui. Thomas Courbe a forcément croisé Michel Sapin à Bercy. Il est à la tête de la Direction générale des entreprises, la DGE. À ce titre, Thomas Courbe, vous chapeautez le service de l'information stratégique et de la sécurité économique. Pour raccourcir, pour simplifier, on va dire le 6C dans cette table ronde. Partenaire précieux des entreprises qui sont la cible justement de ces procédures extraterritoriales. Et avec vous, nous dresserons, si vous le voulez bien, un premier bilan chiffré de la refonte de la loi de blocage. Enfin, Rudolf Proust, directeur sûreté d'Altarea et président de la commission fraude et compliance du CDSE. Dans une autre vie, vous étiez chargé de la compliance justement dans une multinationale américaine et c'est cette expérience, entre autres, qui va peut-être vous permettre d'avoir un regard légèrement différent des autres intervenants au cours de cette table ronde. Nous allons commencer par un constat avec vous, Monsieur le Ministre. Lors de votre premier passage à Bercy, je crois que c'était en 1992, j'ai vérifié, le mot extraterritorialité ne faisait pas particulièrement peur aux grandes entreprises françaises. Quand vous êtes revenu à Bercy en 2016, elles étaient sinon traumatisées, sinon terrorisées, pardon, mais traumatisées, notamment par l'affaire Alstom. Alstom, rappelons-le, poursuivi et condamné pour des affaires de corruption par les autorités américaines, a payé une amende de presque 800 millions d'euros avant d'être vendu en partie à General Electric. Mais il n'y a pas qu'Alstom. En quelques années, les autorités américaines ont infligé des centaines de millions d'amendes à une douzaine de sociétés françaises, Alcatel, Technip, Total, Crédit Agricole et même 9 milliards à la BNP. Michel Sapin, la question que je vous pose, c'est pourquoi les entreprises françaises et européennes ont été ou semblent avoir été la cible privilégiée des autorités américaines. Est-ce qu'il y avait une stratégie américaine de s'en prendre aux concurrents des sociétés américaines? Je vais répondre à cette question. En tout cas, merci évidemment de m'avoir invité. J'ai toujours plaisir, avec un dédoublement de personnalité que j'assume, à commenter des lois qui portent mon nom. Quand on connaît le processus qui permet à une loi d'adopter son nom, on sait que c'est plus le hasard et la force des critiques que la volonté du ministre. Enfin, comme disait l'autre, il vaut mieux donner son nom à des lois anticorruption qu'à des affaires de corruption. Alors, je reviens à votre question et je vais repartir de la première loi, juste très rapidement. La première, elle est élaborée fin 92, parue début 93, c'est faire face à des affaires de corruption entre Français sur le territoire français. Ce sont toutes les questions de financement, de la vie politique. Il fallait trouver une réponse, et une réponse globale du financement public, mais mise en place pour les Français en France de procédures qui permettent, par des mécanismes de transparence, de compliquer beaucoup plus des méthodes qui seraient des méthodes corruptives et de ne les laisser que dans le domaine de la malhonnêteté personnelle et non pas avec un certain nombre d'alibis, le terme est peut-être trop faible, de bonnes causes qui permettaient, par des mécanismes de corruption, de financer la vie politique. Et à la fin du processus de discussion, qui a été très rapide, donc fin 92, on était déjà à Bercy,
je réunis mes équipes pour, comme on fait souvent, hein, les ministres, après de longs travail, de longs débats, et je dis à mes troupes, d'abord merci, on a vraiment fait un bon boulot, je pense que ça va rester, c'est un texte qui avait été adopté de manière très large, pas du tout une majorité contre une minorité, on voyait bien qu'il y aurait une durabilité du texte, et je dis, bon, hein, on a fait un bon travail, et puis je leur dis, mais à l'étranger, qu'est-ce qui se passe à l'étranger pour les entreprises françaises? Et la réponse a été immédiate, vous allez reconnaître immédiatement la technicité de Bercy. Monsieur le ministre, il n'y a aucun problème à l'étranger, il y a un bureau à Bercy pour cela. Et il y avait en 1992, et ce, jusqu'à, j'en dirai un mot, la signature de la convention de l'OCDE, un bureau à Bercy qui traitait de l'huile qu'il fallait mettre dans les rouages pour permettre à la France d'être très présente à l'étranger, son influence dans un certain nombre de pays, de zones, et évidemment ses intérêts économiques, les créations d'emplois, la richesse que cela pouvait rapporter à la France. Ce n'est pas seulement la France, c'était le monde entier. Sauf une qui, dès 1977, les États-Unis, avaient adopté, pour des raisons internes d'ailleurs, une loi extrêmement sévère vis-à-vis des entreprises américaines. En 1997, il y a une convention de l'OCDE qui est signée, sous impulsion américaine, mais avec une volonté française aussi d'y participer. Et cette convention interdit, au nom de la bonne concurrence, tout phénomène de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Et tout le monde s'engage à modifier ces textes, ça on sait faire, à mettre en place des institutions efficaces et à avoir des outils qui permettent de lutter français contre de la corruption par des entreprises françaises à l'étranger. On est déjà dans une forme d'extraterritorialité, hein, mais c'est ça l'engagement. D'ailleurs, la convention de l'OCDE, c'est une convention d'extraterritorialité réciproque. Hein, c'est exactement le cœur de cette convention. Et je termine par là, cette partie-là de votre question. J'arrive en 2014, après des rapports de l'OCDE en 2011 et une piqûre de rappel 2014, qui dit la France est nulle, d'une très grande dureté, d'une très grande violence. Et quand je dis nul, zéro. Pourquoi? Parce que pas une entreprise française n'avait été, avant le 1er janvier 2018, condamnée en France par des juridictions françaises pour des faits de corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. C'est ça le cœur du sujet. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie du côté américain? Je ne suis ni naïf ni paranoïaque. Je vois bien que s'il y a la possibilité, parce qu'il y a un défaut dans le système français ou européen, de faire soi-même le travail, j'en vous dirai un mot, à la place des autres, mais parce que les autres ne le font pas, et que ça permet à cette occasion-là d'avoir un certain nombre de renseignements économiques sûrs, pourquoi s'en priverait-il? D'ailleurs, on ferait pareil. Hein. Si ça permet, c'était le cas, de nommer des moniteurs, enfin des gens qui étaient là pour charger, pour vérifier que tout se passe bien dans la remise en place des bons dispositifs, qui peuvent être français, mais qui sont sous l'autorité de la justice américaine et qui vont donner l'ensemble des renseignements à la justice américaine, pourquoi s'en priverait-il? Nous avons, ça vient d'être très bien dit, une intelligence économique, on recherche du renseignement économique, je ne vois pas pourquoi les Américains ne l'auraient pas fait, puisque nous avions un défaut. Et au fond, il fallait répondre à ce défaut. Et donc, pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce fut, en l'occurrence par rapport à ces questions de corruption, une stratégie américaine, mais ça pouvait être le résultat de la situation. La faiblesse française donnait aux Américains une arme qui leur permettait, un, de punir, mais deux, d'avoir un certain nombre d'informations qui pouvaient être utiles aux uns et aux autres. Je vous parlerai, mais vous le connaissez un peu plus tard, peut-être du cas Airbus, qui est très exactement l'inverse de ce qui se passait autrefois, concernant peut-être l'entreprise la plus dans la ligne de mire, si je puis dire, des intérêts américains dans sa compétition avec Boeing. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, bon, stratégie ou pas, le fait est que les autorités américaines l'ont largement exploité, cette possibilité, cette opportunité. Thomas Courbe, qu'est-ce que vous avez observé de leur méthode? Quels outils ils emploient? Est-ce que c'est ces lois extraterritoriales? Est-ce que le problème, c'est davantage la réglementation? À quoi se heurtent, à quelles difficultés doivent faire face plutôt les entreprises françaises?
Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Je pense qu'il y a deux éléments dans ce que vous avez cité. Le premier, c'est l'assez grand nombre de lois qui ont une application extraterritoriale. Donc, toutes les lois bien connues, d'abord les lois sur les sanctions Cuba-Iran, les FCPA sur la corruption, ITAR, IAR pour les biens à double usage, plus récemment le Cloud Act. Et c'est le premier sujet, c'est à la fois la diversité des lois et puis leur évolution. On a eu très récemment sur le secteur de l'électronique, par exemple, une augmentation des obligations sur le règlement IAR sur les biens à double usage. On a le Cloud Act qui a été voté il y a quelques années et qui crée une nouvelle brèche sur le sujet des données sensibles. Donc on a cette évolution, cette augmentation des exigences et tous les risques qui y sont associés, que Michel Sapin a bien présenté. Et puis il y a par ailleurs effectivement, et c'est peut-être au moins aussi important, la multiplication des exigences réglementaires. Et là aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, donc dans différents secteurs, concurrence, environnement, cyber. On a deux exemples concrets en ce moment. C'est en Chine, le règlement CSAR alors qui touche notamment la cosmétique. Et on a des exemples très concrets dans lesquels ça conduit les autorités chinoises à diligenter des audits extrêmement précis et sur les entreprises françaises, notamment les entreprises qui sont sur le marché chinois. Et donc là, il y a des sujets de données sensibles, de secret des affaires évidemment, ou les exigences dites CMMC aux États-Unis en matière de cyber qui là aussi conduisent à des audits extrêmement pointus. Donc on voit qu'il y a quand même les deux évolutions et l'évolution sur les normes administratives est peut-être encore plus importante que le volet des lois extraterritoriales. Vous avez peut-être vous aussi un autre regard sur la question parce que avant d'être chez Altaria, vous avez travaillé en tant que responsable de la compliance notamment chez une société multinationale américaine et vous avez forcément un regard différent, un autre éclairage en tout cas sur les procédures qui ont été lancées par les autorités américaines et qui ont particulièrement touché, on vient de le dire, les sociétés européennes et françaises. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Alors oui, effectivement, j'ai été numéro 2 de la conformité sur la zone IMIA pour une grosse multinationale. Et je partage l'analyse du ministre. Et pour répondre, je pense que c'est un des éléments de réponse à la petitesse du nombre d'entreprises américaines poursuivies. En fait, je vais juste simplement vous raconter une anecdote qui est celle d'une entreprise qui travaillait sur le sol français et nous avons donc la grosse multinationale a changé son système d'information lié à la conformité et en fait mis en place un système qui faisait de la détection sur toutes on va dire les contrats potentiellement sous embargo par exemple ou corruptifs, etc. Ce système-là est mis en place. Il met quelques mois à être mis en place et il y a encore quelques mois de plus pour faire une reprise des contrats déjà signés. Ce qui fait qu'on a 6-8 mois avec des contrats signés qui ne sont pas balayés. Et lorsqu'ils le sont, on s'aperçoit qu'effectivement, un contrat a été signé avec une compagnie aérienne à Paris sur l'entretien d'un appareillage par des techniciens de notre société. À partir de là, évidemment, gros problème, gros souci, puisque pays sous embargo, déclenchement d'une enquête, et donc je mène cette enquête. Et j'auditionne le commercial et le technicien en lui expliquant qu'ils ont violé les instructions et donc les lois américaines à embargo. Et les deux me disent, le commercial comme le technicien, il y en a un qui me dit « Mais attendez monsieur, je ne suis pas allé dans une arrière-cour au fin fond de la banlieue, je suis allé sur les Champs-Élysées. » La société, c'est sur les Champs-Élysées. Et l'autre me dit, mais moi, monsieur, il faut atterrir des avions à Roissy tous les jours. Donc pour moi, il n'y avait pas de sujet et je n'avais pas l'impression d'avoir violé une loi américaine. En fait, il s'agissait de 1 200 € par mois de chiffre d'affaires. Et malgré tout, on a fait un joli courrier à M. Zubin, patron de l'OFAC à l'époque, pour lui signaler qu'on avait fauté et mis en place un certain nombre d'éléments, de corrective actions pour pouvoir les reprendre. D'où la non-poursuite par les autorités judiciaires américaines parce que l'entreprise avait elle-même fait son self-disclosure. Ça veut dire qu'il y a une grosse pression
y compris sur les sociétés américaines, et depuis bien plus longtemps qu'en France. C'est exactement ça, en fait. Depuis fin 70, cette loi s'applique et les entreprises américaines sont soumises à cette pression-là de la même manière que les entreprises étrangères. Voilà. Après, je ne suis pas naïf et on parle de certains secteurs où effectivement l'intérêt stratégique peut aussi parfois être utilisé, mais pour moi, mon analyse rejoint celle-ci. Je ne suis pas sûr que ce soit l'entreprise elle-même qui utilise. Je ne suis pas sûr que ce soit l'État américain qui utilise, mais les entreprises elles-mêmes utilisent les lois américaines pour éliminer la concurrence. Le mot lawfare consiste à utiliser le droit et la justice pour éliminer toute position adverse. Merci. Je me permets de faire une petite incise pour la salle et vous préciser qu'à l'issue de la table ronde, il y aura, si vous le souhaitez, la possibilité de poser des questions à nos invités. Voilà. Petit message qu'on m'a demandé de faire passer pour que vous soyez totalement attentifs. Je vais redonner la parole à Monsieur le ministre, à Michel Sapin. Vous l'avez déjà un petit peu évoqué, on vous a dit en gros, vous ne faites pas le boulot en France. Avec la loi Sapin 2, ça a été en partie fait. Le bilan actuel, c'est déjà 20 CEGIP qui ont été... la 20e, je crois, a été signée la semaine dernière. 0 condamnation d'entreprises françaises aux États-Unis pour corruption. À l'inverse, votre loi, elle permet aussi, normalement sur le papier, d'engager nous-mêmes des procédures extraterritoriales en matière de lutte anticorruption. Mais ce volet-là de la loi, il est assez peu utilisé. Pourquoi, à votre avis? C'est une question de culture ou du retard ou trop compliqué? On va déjà regarder ce qui se passe pour la France. Puis ensuite, je dirai un mot sur la question des entreprises étrangères soumises à la loi Sapin par un article d'extraterritorialité qui n'existait pas auparavant. On peut critiquer l'extraterritorialité américaine, mais la meilleure manière de répondre à l'extraterritorialité américaine, c'est de se créer notre propre extraterritorialité. Ce que nous avons fait, juste pour la petite histoire, la seule différence qui existe entre la capacité extraterritoriale française et la capacité extraterritoriale américaine, c'est le dollar. Oui. Puisque les Américains considèrent, un tout petit peu plus compliqué, que toute transaction faite en dollars est passée au moins une nanoseconde sur le territoire américain et sous juridiction américaine, et donc se considère comme compétent. C'est un tout petit peu plus compliqué. Je souhaite, mais ça c'est un autre débat, qu'un jour on dise la même chose avec l'euro. Mais là, il faudra qu'on puisse s'entendre au niveau européen. Mais pour le reste, on a exactement la même arme. Alors on verra si on l'utilise ou si on ne l'utilise pas. Je reviens sur l'application. Vous avez donné quelques chiffres, mais qui sont assez bons. Je repars encore d'une toute petite anecdote rapide. Pour élaborer la loi Sapin, avec l'accord et même sous la pression positive des entreprises françaises, vous disiez qui avaient été terrorisées, en tous les cas qui s'apercevaient des inconvénients, y compris de la mauvaise image d'une France qui était considérée comme ayant un socle législatif et institutionnel insuffisant et des entreprises qui soit ne gagnaient pas, soit perdaient des marchés à l'étranger au nom de cela. Donc il y avait un problème de compétitivité économique qui se posait, pas simplement terrorisé par la juridiction américaine, un problème de compétitivité économique, et c'est peut-être la raison pour laquelle, sur cette loi, j'ai eu un très fort soutien de la FEB, du MEDEF, etc., et qui continue, perdure encore aujourd'hui. Quand certains veulent changer la loi, immédiatement on dit non, ne la changez pas trop, parce que sinon on va perdre notre crédibilité. Je vais voir le DOJ, donc le spécialiste du sujet, et j'avais ma liste. À l'époque, je crois que j'avais 13 entreprises sur ma liste. Et donc, après une discussion courtoise et très juridique sur le mécanisme américain, FCPA, DPA, etc., je sors ma liste et je dis, mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi méchant avec les entreprises françaises? Elle dit, non, not at all, not at all. Alors, il me sort une suédoise, une allemande. Il me sort évidemment une liste d'américaines. Assez longue, hein. On dit, envoyez, nous, on est très dur aussi avec les Américains. Je dis, non, mais d'accord, ok, mais enfin, nous, 13, et les autres, une par-ci, une par-là. Et il conclut, you don't do the job, so I do it. Dans un premier temps, j'ai fait comme certains ici, j'ai souri. Mais dans un deuxième temps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis, moi, ministre français, attaché à la souveraineté de mon pays, attaché à l'état de droit, et donc à la capacité à faire respecter les règles françaises, et à qui quelqu'un en face me dit, vous ne faites pas le boulot, donc je le fais à votre place. 13 entreprises avaient été poursuivies aux États-Unis, 0 n'avait été condamné en France au même moment. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise française n'est poursuivie aux États-Unis
pour corruption d'agents publics étrangers à l'étranger. Et il y a eu, alors vous disiez 20 CGIP, attention parce que la CGIP, Convention judiciaire d'intérêt public, qui a été créée par la loi Sapin, c'est la procédure transactionnelle, si je puis dire. Je ne sais pas s'il faut dire sur le modèle, enfin en tout cas avec la même logique que le mécanisme américain de DPA, 20, mais 13 pour des questions de corruption. Ça m'amuse parce que c'est les mêmes chiffres que ceux que j'avais. 13 à 0, et maintenant c'est 0 à 13. C'est-à-dire que, et j'ai retrouvé le DOJ un jour dans un colloque un peu de cette nature, enfin c'était son second qui s'occupait de ces questions, un énorme Texan, et qui m'a tapé dans le dos. Alors j'ai beau avoir fait pas mal de rugby et avoir un peu de carrure, ça m'a quand même ébranlé en me disant « So now, Michel, you do the job ». Donc ils sont ravis. Et non seulement ils sont ravis, et moi je travaille beaucoup avec le PNF et avec le DOJ. Maintenant ils se parlent dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Le gars du DOJ, il appelle son copain au PNF, là, un dénommé Jean-François, et il lui dit, écoute, j'ai une information là sur une entreprise française. Tu as ça, toi, dans ton viseur? Alors l'autre va vérifier, etc. Il dit, oui, on a ça dans le viseur. Bon, ok, tu me tiens au courant, mais ok. Et puis, alors, il dit, ah non, ça, j'ai pas ça dans mon viseur, là. Bon, alors je te le passe. Enfin, tu me tiens bien au courant quand même, parce qu'il y a des intérêts américains quand même derrière cela. Et tout s'est passé, maintenant, sous lead français, même dans des affaires extrêmement compliquées, où les autorités américaines ou les autorités anglaises pouvaient se considérer comme compétentes. Et c'est la fameuse CGIP Airbus, où au même moment, à Londres, à New York et à Paris, paraît un communiqué qui dit la même chose, le tout ayant été fait sous lead français. Et ça continue comme ça. Alors, tout ça est fragile. Pourquoi? Parce que l'extraterritorialité américaine, qui est juste l'application de leurs lois, comme la nôtre, reste présente. Et donc, il y a une question de crédibilité entre les uns et les autres. Si, soit les Américains, repris par un démon, veulent venir gêner une entreprise française, ils ont parfaitement la capacité de le faire aux États-Unis. Et si nous baissions un peu trop la garde sur le sujet en ayant l'air d'être trop bienveillants avec des questions de cette nature, les Américains trouveraient un excellent prétexte pour agir. Donc tout ceci est fragile. Je termine juste par un mot sur la question des entreprises étrangères. Donc la loi française prévoit, pas une extraterritorialité absolue, mais si une entreprise a une activité significative en France, j'espère ne choquer personne. Pensons, je ne la nommerai pas, à une grande entreprise d'origine asiatique travaillant dans le domaine du matériel de télécommunication, par exemple, comme ça, au hasard. Elle a une activité significative en France, quand bien même on essayerait de limiter, pour des raisons parfaitement légitimes, son activité. Imaginons que du même groupe, en Indonésie, il y ait une question de corruption. La France est compétente. La France est compétente pour poursuivre, parce qu'il y a une entreprise de droit français ayant une activité significative sur le territoire français. Va-t-on pour autant le faire? Voilà, c'était ma question. Va-t-on pour autant le faire? C'est tout le problème d'éviter les doubles poursuites. Comme vous le savez, vous êtes tous des juristes et des latinistes, ne bis in idem. On ne poursuit pas deux fois pour les mêmes faits. Et ça, c'est vrai sur le territoire de chacune des juridictions, mais ce n'est pas vrai de juridiction à juridiction. Et donc, un des grands enjeux, y compris pour les entreprises, en termes de sécurité juridique, auquel le PNF est confronté, c'est de voir quel est le pays qui poursuit. Dans ce cas-là, on coopère, comme on le fait avec les Américains. Et s'il ne veut pas coopérer, est-ce qu'on le fait nous-mêmes? C'est ça tout le débat. Et c'est ça le questionnement actuel qui fait qu'il y a effectivement peu d'entreprises étrangères qui aujourd'hui soient poursuivies par les autorités françaises, pour ne pas risquer de créer des mécanismes qui seraient des mécanismes extrêmement dangereux pour l'entreprise, avec deux procédures, éventuellement 2 condamnations, et avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Merci Michel Sapin, il a explosé le compteur, donc on va avoir du mal à tout caser, à poser toutes les questions que nous avions envisagées, mais il va être raisonnable. Thomas Courbe, juste un petit mot, je crois que vous nous avez dit que vous aviez reçu récemment justement des collaborateurs du DOJ, ce fameux département of Justice. Bon, je vais peut-être en faire simple, département of Justice américain, voilà. Vous confirmez ce que dit monsieur Sapin, leur image, leur vision des outils dont s'est dotée la France a changé?
Oui, tout à fait. Et c'est le cas, comme l'a dit Michel Sapin, sur les procédures anticorruption et tout l'arsenal qui a été mis en place par la loi Sapin 2. C'est le cas aussi sur la loi de blocage, qui est une loi qui, pendant longtemps, donc de 1968, qui pendant longtemps n'a pas été appliquée, donc a été considérée par les autorités étrangères comme non appliquée, et qu'on a réformée en 2022 pour, d'ailleurs sans voter de nouvelles lois, simplement pour la remettre en œuvre. Ouais, justement, vous pouvez peut-être nous dire ce que ça apporte de supplémentaire? Oui, alors c'est une réponse assez forte dans notre arsenal sur la lutte contre les législations extraterritoriales. C'est une loi qui prévoit deux choses, qui prévoit d'une part des mécanismes d'entraide dans les procédures intentées par une autorité étrangère pour que cette procédure se fasse sous le contrôle du juge. Donc ça, c'est un enjeu de souveraineté du juge français. Et puis un deuxième enjeu qui est l'enjeu qu'il n'y ait pas des informations qui porteraient atteinte à l'intérêt de la nation économique qui soient transmises à l'étranger. Donc il y a ces deux finalités de la loi. On l'a réactivée. Le CICE a été chargé par décret de la mettre en œuvre dans un cadre interministériel. Et on a donc désormais un dispositif qui nous permet de plus en plus. On a eu 7 sollicitations entre 2019 et 2021. On a fait la réforme en 2022 et depuis 2022, on en a 92. Donc on a une très forte augmentation des demandes de l'utilisation. On voit des tribunaux étrangers qui désormais la reconnaissent. Et donc très concrètement, quand notamment sur les données sensibles, on indique que certaines données ne peuvent pas être transmises à l'autorité étrangère, c'est ce qu'on constate, c'est que dans 95% des cas, l'autorité étrangère accepte cette censure qu'on exerce sur les données qui sont transmises. Si vous pouvez redonner les chiffres, c'est 7 fois ou 7 fois plus? Non, pardon, c'est 7 cas d'utilisation entre 2019 et 2021, donc c'était un peu moins de 2 par an, et c'est 92 depuis début 2022 en 2 ans. Donc les entreprises font vraiment appel à vous? Voilà. Elles font appel à nous. Alors d'abord, c'est une loi qui prévoit aussi des sanctions. Donc les entreprises le font d'abord pour se mettre en conformité face à une loi qu'elles ne saisissaient pas dans la période où elle n'était pas vraiment appliquée. Et puis ensuite, et c'est le retour qu'on a des entreprises, c'est que dans un très grand nombre de cas, ça leur permet d'avoir un moyen efficace d'éviter d'avoir à transmettre des informations sensibles. Et on a quelques cas, donc évidemment on ne commente pas les cas individuels nominativement, mais on a beaucoup de cas dans lesquels les demandes formulées par l'autorité étrangère étaient clairement exorbitantes en termes de secret des affaires, de protection de la propriété intellectuelle, et on a pu le dire et empêcher ce transfert et donc protéger les entreprises. Je pose la question à tout le monde, est-ce qu'il faut se méfier des auditeurs anglo-saxons? Est-ce qu'il faut se méfier aussi potentiellement des avocats anglo-saxons? Le point central, et ça commence par là, c'est que chaque entreprise se dote d'une politique de protection de ses données sensibles, d'identification et de protection de ses données sensibles. Je partage complètement ce que vient de dire la DGSI. Peut-être le point complémentaire sur les données, c'est que la force du Cloud Act, c'est que même si les données sont hébergées en Europe, les administrations et magistrats y ont accès, américains y ont accès, et donc la question c'est, sur les données, il faut non seulement éventuellement qu'elles soient localisées en Europe, surtout qu'elles soient Secnum Cloud, donc qui est la certification française qui permet de protéger non seulement sur le plan cyber de la sécurité des données, mais aussi sur le plan juridique, qui interdit l'accès juridique des données, et donc typiquement, mais dans la continuité de ce qui vient d'être dit, le fait d'exiger que ce conseil ou cet avocat héberge les données qui lui sont confiées sur un cloud Secnum Cloud, c'est une mesure très simple à introduire dans le contrat avec lui. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de Michel Sapin, avocat ou pas, sur la question? Il paraît que ça fait plus chic que les cabinets anglo-saxons. Alors, je vais d'abord parler comme ancien ministre. Juste sur un point, pour dire qu'il y avait une faiblesse, elle a été déjà décrite, qui était ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire après une décision de justice américaine, un moniteur était nommé, par exemple Total est passé sous moniteur français, d'un cabinet français d'ailleurs, mais qui ne rendait compte qu'au DOJ, et donc avec une capacité de vérification, y compris de l'application de la loi de blocage, tout à fait limitée. Ça, c'est fini, parce que qui fait la vérification de la mise en place des mécanismes de remédiation, c'est l'AFA, l'Agence française anticorruption. Puisqu'elle n'est pas là uniquement pour contrôler, éventuellement sanctionner l'absence de dispositifs préventif, elle est aussi là pour suivre la mise en œuvre de décisions prises par les juridictions françaises dans ce point-là. Et donc c'est une protection considérable. Et un des gros travaux, je pense qu'ils le font d'ailleurs en bonne intelligence avec les uns et les autres, c'est de ne transmettre ensuite à d'autres autorités que
les renseignements qui sont susceptibles de les intéresser sur le seul sujet dont ils parlent. Alors maintenant, je vais devenir avocat et donc je vais utiliser, respecter la confraternité absolue que je dois vis-à-vis de tout autre cabinet d'avocats. Vous connaissez la définition de la confraternité absolue, c'est une haine vigilante. Donc je vais exercer ma haine vigilante. Non, mais il y a d'excellents cabinets américains qui, en plus, comprennent que des Français, ou quasiment, qui sont excellents. Mais il y a aussi d'excellents cabinets français. Et je pense que parfois, lorsque le sujet est vraiment très sensible, et quelles que soient les mesures parfaitement légitimes prises pour que les données soient en France et ne soient pas ailleurs, je me dis que, ben voilà, un tout petit peu de nationalisme serait aussi une forme de protection, pas de protection, mais de protection. C'est une décision qui appartient aux entreprises. Je ne fais aucune publicité, je ne vous donne même pas le nom du cabinet, de mon cabinet. Il y en a quelques autres de bonne qualité de ce point de vue-là. Voilà. Alors tout ça sans mettre en cause du tout la compétence, ni même l'honnêteté, évidemment, dans la volonté de protéger les entreprises françaises. Mais quand vous avez quelque chose qui se promène en France, puis qui s'en va ensuite, je ne sais pas où, à Chicago, à New York ou à San Francisco, si jamais les Américains ont un système intrusif, rien à voir avec eux, mais qui permet d'avoir des renseignements, ils ne s'en priveront pas. Si c'est la DGSI qui a des renseignements sur ce qui se passe en France, j'ai plus confiance. Donc, vous pouvez aussi encourager les avocats français à travailler dans des cabinets français. Alors, je n'ai pas dit ça, mais je n'ai pas le droit de le dire, hein, mais enfin, vous aurez compris ça. Rudolf Prouss, on pourrait avoir votre avis sur la question, vous qui avez donc travaillé pour une entreprise américaine? Oui, alors si je mets ma casquette actuelle de société française, effectivement, je souscris à la classification des données et à la sécurisation de celles-ci sur le SecNum Cloud. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Je reprends mon ancienne casquette. Effectivement, la création de mon poste en 2017 correspond à une grosse sanction pour corruption en Chine, 350 millions d'euros. La société a été condamnée, mise en place d'un monitoring pour 3 ans. Donc évidemment, la société américaine avait pris un cabinet américain, sans aucun doute, mais en fait, elle a restructurer toute sa conformité en coupant le monde en 3 parce que depuis les États-Unis c'était trop loin, trop lent, trop de différences culturelles, créant donc des zones, les Asies, IMIA et les Amériques. Donc je prends donc en charge IMIA pour mettre en place un système d'alerting, mettre en place un système d'enquête, évidemment pour être en capacité de prendre les mesures correctives, trouver, déceler les failles, mettre les mesures, mais aussi devancer le moniteur dans le reporting au DOJ, puisqu'évidemment, ce n'est pas la même chose quand l'entreprise elle-même fait son self-disclosure que si c'est le monitoring qui, lui, est branché. Alors, on parle des cabinets d'avocats, mais c'est surtout des cabinets d'audit, parce que ce qui les intéresse, c'est surtout d'être plugué sur le système comptable qui, évidemment, a toutes les données. Je veux dire, une facture corruptive, une action de corruption passe par une facture corruptive de commission, de quoi que ce soit, d'habillage. Donc, c'est là qu'ils le décèlent et c'est ça qui les intéresse. Donc, certes, cabinet d'avocats, mais cabinet d'audit en particulier. Et forcément, les Américains prennent des cabinets américains. Et l'entreprise doit aller plus vite que le système de monitoring pour pouvoir faire son reporting. Rudolf Prouss, vous avez une... Juste un mot supplémentaire, pardon de prendre trop la parole. On parle là du monitoring post-condamnation ou post-punition, si je puis dire, américaine pour des questions de corruption. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est une entreprise française qui lance, comme on dit dans le jargon, des diligences parce qu'il veut racheter de telle autre entreprise, faire... Bon, et ces diligences, elles sont extrêmement intrusives. Et c'est là où des cabinets anglo-saxons, que ce soit des cabinets d'audit, que ce soit des cabinets dans la partie juridique, peuvent se trouver en situation difficile. Mais ça, c'est considérable, hein, les diligences. C'est tous les jours. Et c'est massif. Et c'est nécessaire. Y compris les diligences, d'ailleurs, sur les mesures prises en matière anticorruptive. Donc, on voit bien que on est dans un spectre beaucoup, beaucoup plus large que la seule question de l'application des mesures anticorruptives. Rudolf Prouss, de la commission fraude et compliance du CDSE, en mesure de nous dire si les entreprises aujourd'hui françaises à qui on demande beaucoup en matière de compliance, qu'on a beaucoup responsabilisées, est-ce qu'elles ont véritablement les moyens, comme les entreprises américaines, de faire le travail qu'on leur demande de faire sur elles-mêmes?
C'est un vaste sujet, en fait. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec vous, Monsieur le Ministre. Je crois qu'effectivement, il y a eu votre loi, dans la continuité de ce que vous avez expliqué, elle transfère une responsabilité sur les entreprises françaises en matière de corruption, mais c'est la même chose en matière de lutte anti-blanchiment. Il y a un transfert de responsabilité. La difficulté par rapport à l'entreprise américaine, c'est qu'il n'y a pas forcément le même transfert de moyens. Typiquement, aux US, vous avez accès à la SDN, à la liste des denied parties et des personnes bloquées, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Et on a donc cette responsabilité du KYC, du Know Your Provider, de votre fournisseur, et on n'est jamais sûr à 100%. Et tout le corpus législatif de protection des libertés collectives et individuelles en France est assez restrictif, ce qui fait qu'on a une responsabilité sans pouvoir aller jusqu'au bout de nos missions, de pouvoir garantir que notre partenaire, que notre client n'est pas un trafiquant de stupéfiants qui va blanchir. En matière d'immobilier, c'est extrêmement compliqué. Même chose en matière de corruption. Les prestataires, c'est difficile, contrairement aux entreprises américaines qui ont un arsenal d'accès. Vous parliez du DPA, vous allez sur le site du DOJ, vous avez accès à tous les DPA, vous avez même accès aux emails échangés, tout est publié. Donc c'est beaucoup plus facile dans le cadre américain d'exercer cette responsabilité que dans le cadre français ou européen de façon générale. Et c'est une vraie difficulté, quand bien même vous allez vers des cabinets américains, quand vous êtes franco-français, vous êtes assez limité. Est-ce qu'on peut entendre là-dessus une réaction peut-être des services de l'État? Est-ce que ça serait possible d'aller plus loin dans la délivrance d'informations aux entreprises? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord un sujet de sensibilisation massive des entreprises, puisque ça reste, pas pour beaucoup des entreprises qui sont dans la salle, mais pour les plus petites, ça reste un enjeu. Ensuite, il y a la question effectivement de la structuration de l'information, de la collecte et de la structuration de l'information, et ça, c'est un sujet qui est traité dans le cadre de la mission Roux-Bézieux. Ça pose aussi la question, puisqu'il doit y avoir une subsidiarité entre ce que fait l'État et ce que fait le secteur privé, et le secteur privé apporte une partie de la réponse et du service aux entreprises sur ces sujets. Et ça renvoie à la question qui a été évoquée tout à l'heure en filigrane et qui dépend essentiellement d'ailleurs de ce que vous pensez dans cette salle. C'est est-ce qu'il y a besoin sur cette partie de l'offre qui est dans le secteur privé d'avoir une certification, une labellisation, une qualification de l'offre qui soit meilleure pour aussi mieux guider les entreprises et peut-être mieux organiser la subsidiarité entre ce que l'État doit fournir et ce que le secteur privé va fournir. Mais par rapport à la demande qu'exprimait Rudolf Proust de transmettre des informations des partenaires, de la liste noire, est-ce que la législation française et européenne le permet? C'est un combat du CDSE depuis des années que de créer ce cercle de confiance et cher à notre président et je ne doute pas qu'il sera cher à notre prochain président également. Effectivement, c'est un vœu que nous appelons depuis un certain nombre d'années. Je pense qu'il y a une dimension juridique dans cette question qu'il faut analyser. Qui n'est pas de votre ressort aujourd'hui, c'est ça que vous voulez nous dire. Comment aller plus loin, c'est la question qu'on peut se poser, parce que se défendre, c'est bien. On l'a entendu aussi ce matin avec Édouard Philippe, la meilleure défense, c'est quand même l'attaque, en tout cas d'être proactif. Dans son rapport annuel 2022, le SGDSN recommandait de développer notre propre extraterritorialité. Est-ce que ça vous paraît possible à tous? Comment, concrètement, par exemple, est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur la RGPD pour influer, protéger les entreprises, influer la situation, le contexte, et protéger les entreprises françaises? Ou alors, on a évoqué aussi la création d'un cloud européen, ou la prise en compte des enjeux environnementaux, des droits de l'homme. Est-ce que tout cela peut nous permettre d'exprimer une forme de souveraineté et d'extraterritorialité? Je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de répondre. Si je donne la parole à Michel Sapin, il va faire la fin de la table ronde à lui tout seul. Mais je lui recommande donc de répondre brièvement, s'il veut bien. Donc vous voulez que je réponde ou pas? Oui, mais pas trop. Bon, d'abord, juste constater que nous sommes créés des outils d'extraterritorialité. Quand je dis extraterritorialité, il faut que, juste pour bien que les mots soient clairs, je dis extraterritorialité, c'est l'application des lois françaises, du droit français, ailleurs que sur le territoire français. Il y a parfois une notion d'extraterritorialité qui est l'intrusion sur notre territoire
d'une volonté étrangère d'avoir des informations. Mais ça, ce n'est pas l'application d'un droit, enfin, c'est d'autres choses. Donc il faut se protéger évidemment le mieux possible contre ces intrusions. Peut-être qu'éventuellement on peut en avoir quelques-unes aussi qui donneraient des renseignements à l'État français, ça fait partie aussi de la défense de nos intérêts. Mais l'extraterritorialité au sens juridique du terme, on a maintenant quand même pas mal d'outils. On parlait de la... Je ne reviens pas sur la question de la lutte contre la corruption. C'est le cas aussi dans tous les domaines des sanctions internationales. D'ailleurs, entre nous soit dit, la liste des personnes sanctionnées, elle est sur le site du ministère de l'économie et des finances, donc vous avez pas mal de renseignements sur le point. Moi, en matière de gel des avoirs. J'ai été voir. Il peut y avoir d'autres types de sanctions. Donc il y a quand même quelques informations, puis après on a la CNIL qui est assez exigeante en termes de protection. Donc on peut peaufiner un certain nombre de choses, mais la marche qu'il faut aujourd'hui franchir, pas si simple, c'est la marche européenne. C'est d'avoir des outils de cette nature en capacité de protéger l'ensemble du territoire européen et donc nous, mais de manière extrêmement coordonnée entre les Européens. Ça nous arrive parfois de nous titiller les uns les autres sur ces sujets-là. Non, je pense que là, vraiment, c'est la marche fondamentale, y compris en termes d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Hein, c'est celle-là. Donc si j'avais un vœu à émettre, c'est de franchir le mieux possible et le plus rapidement possible la marche européenne dans la mise en œuvre de nos dispositifs. Vous avez l'air de vouloir répondre. Non, je pense d'ailleurs que vous avez parfaitement posé la question, parce qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a ce que décrit Michel Sapin, c'est-à-dire les règlements européens qui ont une dimension extraterritoriale. Et là, on en a dans les récents, DSA et DMA, par exemple, les règlements des plateformes, des grandes plateformes Internet ont des dimensions extraterritoriales. Le RGPD, évidemment, avec d'ailleurs des acteurs complètement externes à l'Union européenne qui ont été condamnés à des amendes élevées. DSA et DMA permettent de faire la même chose. Et donc, on a... alors, j'hésite à citer ici ce règlement européen, cette directive qui crée beaucoup de débats, mais sur devoir de vigilance. L'intention est aussi d'avoir une dimension extraterritoriale. Je ne sais pas si ça sera possible. Et donc ça, c'est, comme le dit Michel Sapin, l'extraterritorialité des règlements. Et on voit dans ces 4 exemples que je viens de citer des progrès récents au niveau européen. Et puis après, comme vous l'avez dit, il y a un deuxième niveau qui est encore plus important, encore plus structurant en tout cas, c'est le fait d'introduire dans toutes les réglementations européennes une dimension d'exigence, de conformité aux valeurs européennes et faire en sorte que progressivement, tout ce qui entre sur le marché européen soit conforme à nos valeurs en matière d'environnement et à nos exigences en matière d'environnement, en matière de droit social par exemple. On a commencé à le faire pendant la présidence française pour la première fois. Alors ça peut paraître circonscrit, mais sur les batteries de véhicules électriques, on a fait voter un règlement qui va interdire des batteries, notamment en provenance d'Asie, à partir de 2027, qui auront un contenu environnemental trop dégradé. Et ça, l'objectif, c'est de l'étendre en fait à l'ensemble du marché pour finalement créer aussi un level playing field qui s'impose à tous sur ces enjeux environnementaux et sociaux. Alors vous dites on a commencé, mais c'est parce qu'on n'est pas assez actif, qu'on n'est pas assez présent. Non, on a côté français une très forte ambition. C'est un sujet, même si on a réussi à des résultats, on a commencé et on a des résultats, c'est un sujet qui, avec une partie de la Commission européenne et une partie des États membres, reste assez débattu et qui est considéré comme des barrières à l'entrée au marché, qui n'est souvent pas soutenu par certains États membres ou certaines parties de la Commission. C'est un enjeu de négociation. C'est un enjeu de négociation. Voilà, il faut que la France fasse entendre sa voix, son poids. Exactement. On va laisser le mot de la fin au président de la commission. Il a tellement de casquettes que ça va être lui qui va finir. Mais je vous rappelle que dans un instant, donc, après sa réponse, vous pourrez poser vos propres questions. Donc n'hésitez pas à vous signaler si vous avez une question à poser à l'un de nos intervenants. Monsieur Rudolf Proust, donc troisième casquette, pas l'américaine, pas la franco-française, mais celle du CDSE en tant que président de la commission. Quel bilan vous tirez? Quelle perspective vous tirez? Si vous me permettez, je suis dubitatif sur la position européenne parce que effectivement, c'est celle qu'il nous faudrait. Mais quand on voit l'affaire Fiona Scott Morton qui a failli devenir patronne de la Direction générale de la concurrence, moi, je suis assez dubitatif sur une position commune au niveau européen. Mais ça, c'est mon appréciation personnelle. Je ferme la parenthèse. Sur les perspectives, je pense que le directeur sûreté aujourd'hui, on va dire le lawfare pour moi est au même niveau que l'espionnage, que le sabotage, que la déstabilisation au travers l'atteinte à la réputation, etc. Ce sont des menaces que le directeur sûreté doit intégrer. Donc pour tout ça, je dirais,
tout ce qui est, on va dire, silotage des risques, c'est à mon avis fini, terminé, dépassé. Il faut ouvrir ce champ, et le directeur sûreté, s'il ne dirige pas en lui-même l'ensemble des risques, puisqu'il a possibilité d'avoir la cartographie, etc., il doit au moins être le coordonnateur de l'ensemble de ces protections contre l'ensemble de ces risques. Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il y a sur chacune des rangées des micros qui sont à votre disposition. Si vous souhaitez, vous pouvez lever la main. Voilà. Jean-Pierre Lac, merci pour ce superbe débat. Moi j'ai une question, enfin j'ai une remarque, une interrogation et puis une question. La remarque, c'est l'utilisation massive de Teams. Vous avez beaucoup parlé de l'extraterritorialité du droit et de la puissance américaine. 80% des entreprises françaises utilisent Teams. Bon, donc ça c'est une première interrogation. La prospective, c'est qu'on n'a pas parlé d'intelligence artificielle à l'heure de ChatGPT. Je suis assez surpris, en particulier dans des logiques de monitoring post-condamnation ou mise en place de plans de remédiation. Et la question, c'est plutôt la traduction du legal privilege dans la relation entre le directeur sûreté et son autorité, qui serait un COMEX ou un board, puisque je pense que la protection de la communication est un sujet majeur. Messieurs? Alors, je vais répondre sur le legal privilege. Ça, c'est un concept américain qui ne s'applique qu'aux États-Unis. Effectivement, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir communication avec le DOJ qui me dit: je vous envoie un subpoena. Je lui ai expliqué, je lui ai dit: mais je suis désolé, en France, vous pouvez nous envoyer un subpoena, moi jamais de la vie, je vais pouvoir sanctuariser les conversations téléphoniques, les conversations email, et je ne suis pas soumis au legal privilege. C'est définitivement le directeur juridique aux États-Unis, mais peu de pays dans le monde, à part peut-être quelques pays anglo-saxons, n'appliquent ce système-là. Donc un legal privilege, oui, mais ça n'est pas une protection supplémentaire en Europe de façon générale et dans une bonne partie du monde. Voilà. Après, pour le reste, je vous laisse. Monsieur Courbe. Non, mais vraiment très rapidement, sur Teams, on négocie actuellement au niveau européen une extension de Secnum Cloud au niveau européen, et je pense que c'est un choix des entreprises de choisir des solutions, y compris des solutions de visioconférence, qui soient au bon niveau de sécurité sur la protection des données. Et puis sur l'intelligence artificielle, vous avez raison, il y a beaucoup de cas d'application, mais ça nécessiterait une autre table ronde. Mais on revient au même débat. Il s'agit de classifier l'information, et à partir du moment où elle est classifiée à un certain niveau, on n'utilise pas Teams, on utilise d'autres systèmes qui sont appropriés. C'est la même chose pour l'archivage. On ne va pas archiver quelque part des informations qu'on a classifiées hautement privilégiées. Sans trahir de grands secrets, WhatsApp, vous pensez tous que c'est relativement sécurisé. En fait, dans une vie antérieure, j'étais détaché à l'autorité des marchés financiers. Quand on demande à nos petits camarades de la SEC qui vous sortent tous les échanges WhatsApp, eux, ils les ont sans aucune difficulté. Hein. Donc WhatsApp, depuis 2 ans, aucun problème pour eux d'avoir vos messageries. Une autre question dans la salle, peut-être? Oui, je vois un bras qui se lève ici, mais un micro qui a été pris là-bas, donc on va commencer là-haut. Bonjour. Moi, je suis avocat également dans un cabinet français, et je voulais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure sur les cabinets américains. On est toujours assez effaré que des entreprises sensibles confient leurs données à des cabinets américains. Mais pire encore, l'AFA a fait un appel d'offres pour être accompagné par un cabinet d'avocats auquel mon cabinet, qui est un cabinet français, a postulé. Et les 4 cabinets qui ont pu être retenus, et notamment le premier cabinet qui a été retenu, est un cabinet américain. Donc même l'AFA va vers des cabinets américains. Alors est-ce qu'il n'est pas temps d'aller vers peut-être une certification ou un label qui permettrait aux cabinets français d'être plus visibles, plus désignés, plus... voilà, une certification, un label, je ne sais pas, quelque chose en tout cas qui permettrait que les entreprises viennent plutôt vers les cabinets français que vers nos amis anglo-saxons, même si évidemment la confraternité, vous l'avez dit Monsieur le Ministre, la confraternité m'oblige à dire le plus grand bien de nos amis anglo-saxons.
Qu'est-ce que vous répondez, Monsieur le Ministre, à cet exemple, justement? Une certification? Vous aimeriez être certifié? Le problème, c'est que ce qu'on appelle cabinet américain, c'est un cabinet français appartenant à une maison américaine, avec des avocats qui ont prêté serment devant les autorités françaises et donc qui sont sous législation française. Donc la certification, ça consisterait à faire la différence entre les cabinets français, de droit français, sous prétexte, bon prétexte, mais qu'ils appartiennent à des entités étrangères. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, simplement, je trouve qu'il serait possible de plus diversifier, y compris au niveau de l'État, y compris quand j'étais moi-même ministre des Finances en ayant une partie de la tutelle sur votre direction, Monsieur Courbe, et où vous avez recours énormément pour tout un tas d'opérations de l'État à des cabinets extrêmement sérieux, dans des domaines, je pense que plein de domaines, ça pose aucun problème, mais là aussi, c'est toujours la même chose, c'est comme les données les plus sensibles. Il y a parfois aussi des questions extrêmement sensibles, où là, me semble-t-il, il y a une question non plus seulement de compétences, mais aussi de protection de nos intérêts. Une dernière question, peut-être? Sûrement. Sûrement. Bonjour à tous. Sylvester Carpiel, donc on vous entend pas. Bonjour, Sylvester Carpiel, cabinet d'avocats S6 Law Firm, donc purement français, acteur dans la sécurité intérieure, sécurité privée. Moi, je souhaite quand même faire une observation importante. La sécurité donc juridique des entreprises passe par le secret professionnel des avocats, auquel les avocats sont tenus. Et on assiste depuis plusieurs années à des régressions importantes dans ce domaine lorsque des autorités judiciaires françaises peuvent notamment saisir des consultations de cabinets avocats, qu'ils soient français ou américains. Tout cela, finalement, participe à une insécurité importante, participe à ce que des sièges sociaux de grandes entreprises ne s'installent pas en France, parce que lorsqu'on demande à ces entreprises quels sont vos critères pour vous installer dans un pays, c'est la sécurité juridique. Donc lorsque nos consultations peuvent être saisies à tout moment et utilisées contre des clients, c'est quand même bien embêtant. Donc voilà ma petite... Votre propos, mais pas une question. Voilà, mon petit propos. Et on doit tous être très très vigilants sur ce qui se passe en ce moment. Il y a eu une affaire juridique, vous avez pu la voir, qui a été très médiatisée sur la saisie de consultation d'avocats. Fort heureusement, ça s'est fini correctement. Mais tout cela est constamment remis en cause, et fortement. Merci pour votre intervention. Merci surtout à nos intervenants de cette table ronde qui a tenu, il me semble, toutes ses promesses. On a même réussi à tenir le chronomètre.